Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier car je vous annonce que mon invitée est notre chère Coco Girl, l'une des fondatrices, je nomme Béatrice Guerrara. Voilà, donc Béatrice, tu pilotes chez nous la création de contenu pédagogique. Alors c'est un épisode un peu spécial en cette fin d'année et on souhaitait se projeter en effet sur les tendances à venir. C'est en effet l'occasion rêvée de prendre du recul pour comprendre en effet ce qui va se passer en matière de learning et d'e-learning. Et j'imagine que tu vas peut-être nous parler de stack content, de podcast, de learning stories, bref, de toutes les nouvelles formes d'apprentissage qui vont voir le jour, qui vont exploser en 2021. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, merci beaucoup Raph pour cette super introduction qui donne la pêche. Alors moi je suis pas la seule à créer de contenu au sein de Cocoé, on a toute une équipe pédagogique qui est présente. Écoute, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment on est au carrefour de beaucoup de tendances. Alors nous on est au contact de partenaires, que ce soit des groupes du CAC 40, des ETI, des PME, mais aussi des acteurs du secteur public. Et on s'aperçoit en fait qu'ils sont en ce moment en train d'être confrontés à 3 gros challenges. Le premier, c'est le plus évident, c'est l'évolution de leur modèle de croissance. On est dans une période confinement en plus oblige, où on parle de plus en plus d'e-commerce, on doit repenser nos business models, notre supply chain, tout notre circuit d'approvisionnement. Et ça, c'est le premier challenge auquel elles font face. Deuxième challenge, c'est une évolution des organisations. Et là, on n'a pas attendu le confinement pour voir cette tendance. On voit des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, elles sont en quête d'agilité, d'horizontalité, et en parallèle, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouveaux environnements de travail. Ça, c'est le troisième challenge qui arrive et qui font que on doit repenser nos modes de fonctionnement. Donc, c'est une conjonction finalement de 3 challenges. Et ce qu'on peut observer, c'est que dans ce contexte, ceux qui sont vraiment au carrefour de l'action, ce sont les RH en fait. Plus que jamais, on le voit, c'est un levier stratégique. Et ils ont la lourde charge aujourd'hui de repenser finalement toute la culture d'entreprise pour favoriser l'agilité, le test and learn, l'exploration. Et donc, plus que jamais, finalement, la formation est devenue essentielle et elle doit se réinventer en quelque sorte pour proposer des modes d'apprentissage qui sont en phase finalement avec ces challenges. C'est une longue première réponse, j'en ai conscience. Écoute, longue première réponse, mais très concrète, et j'ai beaucoup aimé en effet les 3 piliers de changement et en effet le rôle stratégique des RH. On le voit beaucoup, nous, avec nos partenaires, les RH sont plus que jamais sur le front. Alors tu parlais en effet des nombreux challenges auxquels ils devaient faire face. Justement, est-ce que tu as observé des grandes tendances dans le monde de l'e-learning ? Alors oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, ce qu'on observe en fait depuis quelques temps, c'est un vrai boom des usages. Tu vois, auparavant, l'apprenant, écoute, il était seul, il allait se connecter sur son Learning Management System et on lui proposait des MOOC de plusieurs heures. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où on est submergé d'informations. On parle d'infobésité, c'est un concept qui a le vent en poupe aujourd'hui. Et il faut filtrer toutes ces informations pour en tirer l'essentiel. Et en parallèle, on vit ce qu'on appelle le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, ce syndrome qui nous pousse à avoir peur de rater la dernière news, la dernière actu, le dernier article, le dernier podcast. Bref, on est submergé finalement, tu vois, d'informations de toutes parts, de toutes formes, avec parfois des fake news en plus dans tout ce flux, j'en perds mes mots. Et au final, l'apprenant, il est là, il est entre du scroll, du swipe, submergé par les nouveaux réseaux, et on se rend compte que la formation, aujourd'hui, elle est en concurrence avec des acteurs d'un nouveau genre. Et par exemple du YouTube, du Netflix, du Apple Podcast, bref, ça n'a rien à voir avec le monde de la formation et pourtant, tu vois, ces acteurs, ils viennent grignoter un peu du temps de l'attention. J'ai 3 chiffres vraiment très parlants et qui montent un peu dans l'ère finalement dans lequel on est aujourd'hui. Chaque jour, sur YouTube, on a 720 000 nouvelles vidéos qui sont ajoutées. Là, au mois de juin, deuxième chiffre, Netflix a franchi le cap des 150 millions d'abonnés dans le monde. Et là, tout récemment, depuis septembre, Apple Podcast a dépassé le cap des 500 000 podcasts disponibles. Bref, tu le vois, il y a de plus en plus de contenu, et ce contenu il est de plus en plus de qualité. Et donc en fait, le vrai challenge de la formation aujourd'hui, c'est de gagner ce que j'appellerais la bataille de l'attention. Et c'est un gros challenge, puisque les concurrents sont
assez attrayant et attractif et je dirais même parfois addictif. Est-ce que tu as justement identifié des thèmes de formation qui reviennent? Alors, c'est une bonne question et je vais te citer 3 thèmes qui en ce moment sont vraiment au cœur des attentes et sur lesquels nous on est beaucoup sollicités chez Kokoroé. Premier thème, alors c'est vraiment une évidence, mais c'est le remote, le télétravail. On le voit et en fait il y a eu 2 temps. Tu vois, au mois de mars, 15 mars, annonce du confinement. Tout de suite, on a été sollicité pour des basiques, tu vois. Comment former à la prise en main de certains outils collaboratifs, éviter qu'un collaborateur se casse les dents sur un Teams et l'aider à être rapidement organisé à son travail, tu vois. Et là, aujourd'hui, on est passé dans une deuxième phase depuis septembre. On est sollicité pour des contenus un peu plus poussés sur la posture, sur le management à distance, sur comment créer une vie d'équipe à distance. Au final, tu vois, on passe un peu c'est fini les manuels ultra techniques et on passe un peu au savoir-être, tu vois. La deuxième tendance, et finalement elle va de pair avec le télétravail et puis même avec cette période quand même assez agitée qu'on vit en ce moment, c'est celle de la mindfulness, tu vois, tout ce qui est finalement, tous les thèmes qui sont relatifs à l'univers du bien-être. Parce que finalement, s'il y a bien un enjeu, tu vois, qui s'est révélé en creux durant cette période, c'est celui de la santé mentale. On a eu beaucoup de partenaires qui nous ont dit, voilà, moi j'ai des collaborateurs qui sont isolés en télétravail, ou même qui sont parfois en chômage partiel, qui sont angoissés finalement face à l'incertitude. Et bien justement, on est sollicité sur des formations en ce moment qui sont très bien-être, à la frontière un peu du développement pro et du développement perso. Ça peut être sur la méditation, la résilience, la gestion du stress, etc. Et puis dernier thème, ce que je te le disais en intro, finalement, cette période, elle est propice pour repenser aussi ces business models. Il y a un thème qui fait également le buzz, c'est celui de l'innovation. Puisqu'il faut identifier des nouveaux leviers de croissance, repenser ses façons de faire, s'initier à des nouvelles méthodes. On parle beaucoup de lean startup, l'effectuation, le design thinking. Enfin bref, tu vois, tout ce qui est bon pour stimuler la créativité et l'intelligence collective. Donc 3 thèmes demandés sur donc le télétravail, le bien-être et l'innovation. Tout un programme. On en parlait et tu en parlais durant le confinement. On a vraiment observé qu'il y avait une explosion du temps de consommation d'écran par foyer. Alors on se pose une question. Et, on sait que Netflix a atteint des records de visionnage, mais est-ce qu'il y a également en effet eu un impact finalement sur la formation en ligne? Est-ce que les gens se sont plus formés en ligne, bien sûr? Alors, bon, tu cites Netflix, je vais pas faire de promo, je suis déjà assez fan, mais plus largement, en fait, tu vois, en Europe, pendant la période de confinement, on a observé une tendance, c'est que le temps de consommation d'écran par foyer a énormément augmenté. Et en fait, il n'a pas augmenté en faveur de format long, mais plutôt de format court. Tu vois, il y a un chiffre qui vraiment, il faut avoir en tête. Aujourd'hui, tu vois, 85% des internautes vont regarder une vidéo jusqu'au bout si elle ne dure que 30 secondes. En ce moment, on est sur ce type de créneau. Et dis-toi une chose, ce chiffre tombe à 50% pour une vidéo de 2 minutes. Tu vois la déperdition, quoi. On perd la moitié en route. Et au final, ce phénomène, il ne fait que s'accentuer parce qu'en plus, on est aujourd'hui dans une ère où de nouveaux médias, 100% digital native, tu vois, je te parlais de Snapchat il y a quelques années, mais aujourd'hui, je te parlerai plus de TikTok, sont en train de promouvoir en fait des formats qui sont des formats de plus en plus courts. TikTok, c'est des formats entre 5 et 10 secondes. Là, Instagram a lancé récemment justement sa fonctionnalité Reels, qui pareil fait l'apanage de formats ultra courts. Au final, tu vois, on voit maintenant dans l'univers de la formation un vrai boom du snack content, quoi. Finalement, des vidéos qui sont pédagogiques, qui sont très très courtes, très rythmées et ludiques, et elles vont permettre finalement de générer, tu vois, rapidement un engagement très fort. Vraiment intéressant. Ça fait froid dans le dos, ou c'est peut-être le mot est peut-être plus approprié. C'est plutôt impressionnant de voir que finalement ce sont vraiment les contenus de quelques secondes qui sont visionnés finalement. Alors tu parlais de TikTok et en effet tu parlais du snack content. Dans l'univers de la formation, on parle beaucoup de learning story. En tout cas, chez Kokoroé, on parle de ce nouveau concept qui est la learning story. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, bien sûr. En fait, tu vois, dans cette époque de contenu vraiment snack content, si je puis dire, on a d'un côté, tu vois, les premières vidéos micro-learning, qui sont des formations, tu vois, très courtes,
de 5-8 minutes en moyenne, tu vois, ça on en fait beaucoup. Et depuis peu, nous, on a lancé un format qui s'appelle les Learning Stories. Pourquoi je m'arrête dessus? Parce que on le voit, la story, tu vois, donc c'est ce format vertical, tu vois, qui fait vraiment, quand tu tiens ton téléphone à la main, bah écoute, la vidéo s'affiche vraiment en total vertical, on est mobile first, tu vois. Il engage énormément. Alors, je t'ai parlé de Snapchat, Instagram, Facebook, et il y a même récemment LinkedIn qui a en plus lancé ses stories. Enfin, c'est un format qui est devenu incontournable. Il débarque, tu vois, maintenant dans l'univers de la formation. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de plateformes, alors je ne sais pas si c'est des noms, Teach On Mars ou autres, mais qui prennent maintenant ces formats-là et qui les acceptent. Et donc, du coup, tu peux aujourd'hui créer des vidéos verticales, tu vois, qui sont pensées mobile first et qui vont durer 2 minutes. Et au final, ces vidéos, elles vont beaucoup jouer avec les codes des réseaux sociaux pour synthétiser un thème. Elles peuvent en plus, tu vois, à la fin, tu peux terminer par une série de 3 questions et même mettre une question en amont, tu vois, ta vidéo pour engager l'apprenant. Et c'est un format qui est, nous on l'a vu, extrêmement adapté, tu vois, auprès d'opérationnels terrain. Je te partagerai juste un retour d'expérience récent. Tu vois, là, on travaillait avec une grande marque de cosmétiques qui avait à cœur de former, tu vois, ces équipes opérationnelles basées en boutique, type Sephora, pharmacie ou autre, tu vois. Et ils devaient pousser auprès de ces vendeurs des formations produits. Bon, bah écoute, t'es sur une cible qui est mobile, qui a très peu de temps d'attention, qui est sur le terrain, tu vas pas lui pousser une formation, même 10 minutes, c'est trop long. Bah, tu vas fractionner finalement ton contenu avec des séries de 2 minutes que tu peux lancer depuis ton téléphone très rapidement et derrière tester avec 3 questions la rétention des acquis, tu vois. Et ce format, bah, il a l'avantage d'être neuf, tu vois, donc il y a toujours un effet waouh, tu vois. Et ça, c'est important parce qu'on est attendu en tant que responsable pédagogique, tu vois, sur un caractère innovant. Et ça résonne avec des usages qu'on a à titre perso, quoi. Donc là, Learning Story. On parle beaucoup de vidéos depuis le début de notre conversation. J'ai entendu parler d'un format qui a explosé aussi pendant la période de confinement, c'est le podcast, parce qu'il répond justement à un besoin un besoin de se former en mobilité. Et puis, il crée aussi un cadre intimiste propice, en effet, à la prise de recul et à l'apprentissage. Est-ce que toi, tu peux nous parler, en effet, du format podcast? Est-ce que tu crois en ce format dans le secteur de l'e-learning et de la formation? Voilà. Je sais que tu es une grande podcasteuse dans l'âme, donc je vais faire attention à mes propos. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que durant le confinement, le podcast, en fait, il s'est positionné en concurrence directe avec les médias classiques. Et beaucoup de collaborateurs ont profité de cette période pour s'initier à des podcasts, parfois pro, lancés par la Harvard Business Review par exemple, ou perso, sur la cuisine, le féminisme, le leadership ou autre, tu vois. Et en fait, c'est un format qui a des vrais avantages pour un formateur. D'abord parce que typiquement on est sur un format qui nécessite aucune installation technique, hein, vous n'allez pas vous casser les dents avec l'installation d'un LMS dans votre environnement. Là, un podcast, c'est un fichier audio, c'est tout simple, vous le lancez, vous pouvez le partager via une newsletter, un intranet ou même un LMS d'ailleurs. Et puis c'est un format qui se consomme bien, tu le disais, en situation de mobilité. Nous, les signaux qu'on a identifiés, ils ne font que attester finalement cette tendance de fond. Tu vois, en France, le podcast, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour 6 millions de Français. Quand tu es un auditeur de podcast, tu en écoutes en moyenne 4 par mois. Et puis en plus, on a vu récemment, il y a eu quelques gros cartons du podcast qui ont été lancés notamment par Bloomberg sur par exemple la saga WeWork qui a fait vraiment des scores d'audimat hallucinants. Donc en fait, le podcast, il fait son retour en force et le grand avantage que tu as, c'est que tu peux traiter plein de thématiques très différentes. Par exemple, avec La Poste, on a fait un podcast récemment sur le thème du bien-être. Avec Microsoft, on a fait un podcast sur le thème de l'intelligence artificielle. Enfin bref, tu peux aussi bien faire un podcast. Avec Vinci, on a fait un podcast d'ailleurs sur le leadership. Enfin, tu vois, ça peut être très large en fait, tes thématiques. Et tu peux vraiment t'amuser en faisant un casting, soit à base d'experts internes, d'experts externes. Et tu travailles sur des séries vraiment, tu vois, d'une dizaine d'épisodes pour ancrer un rendez-vous dans le temps et créer vraiment un rituel chaque semaine ou chaque mois et être dans une logique d'entreprise apprenante, quoi. Donc nous, le format podcast, on est fan et on pense que c'est une tendance qui va s'accentuer encore plus dans les mois à venir. Ça fait rêver tout ça, la formation se réinvente, on parle de podcast, de learning story, je sens qu'en 2021, on va s'amuser. Alors, je vais peut-être un petit peu t'étonner, mais la newsletter aussi, alors, qui est beaucoup plus traditionnelle et je pense que nos auditeurs vont peut-être être un petit peu étonnés, mais la newsletter aussi se réinvente et fait un vrai retour en force dans le secteur de l'e-learning. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi? Alors oui, tu as raison, en fait, c'est un vrai retour en force parce que
on va bien dire, pendant très longtemps, on a été parasité, voire spammé par des newsletters sans aucun intérêt, commercial, aguicheuse ou autre, enfin, les moments passent. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où l'économie de la passion, tu vois, elle va en poupe. Et de plus en plus, en fait, on a des outils, comme par exemple ceux proposés par la start-up américaine Substack, qui permettent à des journalistes, des experts, des sociologues, des économistes et même des passionnés indépendants de créer en fait via ce type d'outils des newsletters qui sont parfois commercialisés ou juste poussés gratuitement. Et ce sont des contenus ultra qualitatifs, en général qui sont très ciblés et qui sont parfois même monétisés. Donc en fait, la newsletter à l'ancienne, c'est fini. La newsletter ultra qualitative, ciblée, renseignée et surtout segmentée pour une audience clé, oui. Je te dessinerai 2 signaux. L'outil dont je te parlais, Substack, a franchi les 40 000 abonnés payants il y a à peine quelques mois. Et de plus en plus, on voit même des newsletters qualitatives françaises émerger sur le marché. Alors, il y en a beaucoup et c'est très dur de faire un choix, mais je pourrais vous en citer 2 qui sont de qualité. Celle qui s'appelle Nouveau Départ, qui a été lancée par Laetitia Vito et Nicolas Collin, qui est en mode freemium. Et celle du Wrap-Up, qui est aussi très qualitative, lancée par un ancien de TF1. Pourquoi est-ce que les RH peuvent s'en saisir? Parce qu'il y a énormément de thématiques sur lesquelles vous pouvez être expert. Ça peut être les environnements de travail, ça peut être les modes de travail, ça peut être finalement les soft skills ou autres. Vous pouvez créer votre propre newsletter ultra qualitative avec une éditoriale bien affûtée et partager votre expertise et mettre en valeur votre savoir-faire. Donc bref, pour nous, la newsletter retrouve ses lettres de noblesse et elle peut permettre aux équipes RH de ne pas fonctionner en vase clos, mais au contraire, d'être au carrefour de la tech, des innovations marketing et de partager finalement leur veille. Même la newsletter se réinvente. Si la newsletter se réinvente, les équipes learning peuvent aussi le faire. Et ce qui est absolument réjouissant, c'est que on a une palette d'innovations pour cette année 2021. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Très digital, très nomade. Voilà, place à la créativité. Je souhaiterais terminer sur les mots de Peter Drucker pour nous donner en effet cette bonne dose d'inspiration pour faire venir l'année 2020 et commencer la nouvelle année. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Bien dit. Oui, voilà, donc à nous de jouer, à vous de jouer, le meilleur reste forcément à venir. Merci à tous.